Donc, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode qui va concerner la gouvernance technique. On accueille aujourd'hui Jacques Clément. Merci beaucoup d'être là. Jacques, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer ton rôle et surtout pourquoi la gouvernance technique, c'est quelque chose qui est important pour toi? Bonjour Mehdi, merci de me recevoir dans ton podcast. Mon nom est Jacques Clément. Je travaille pour une banque locale à Luxembourg. On peut définir mon rôle comme étant le chief architect de la plateforme ServiceNow. Mais avant ça, j'ai passé de nombreuses années comme consultant ServiceNow et je suis dans la sphère ServiceNow depuis 2008 à peu près. Ça fait quand même déjà de nombreuses années. Alors, la, la la gouvernance technique, elle est importante pour nous, notamment je m'en rends compte notamment depuis que j'ai ce rôle chez un client. On travaille avec beaucoup de partenaires, de fournisseurs différents et on avait véritablement un besoin d'avoir une cohérence et une consistance dans les développements et comment on approchait les implémentations sur la plateforme. On souhaitait sortir d'un mode où les consultants de diverses sociétés venaient, faisaient le travail selon leurs principes et pas selon les nôtres, repartaient et ensuite on avait un problème pour gérer ça dans le temps. Je comprends. Effectivement, c'est un sujet qui va être très très important si on veut avoir une instance qui est viable sur le long terme et pas avoir besoin de faire un tour au greenfield régulièrement. En quelques mots, comment est-ce que tu définirais la gouvernance technique? Alors, l'idée, c'est vraiment d'offrir un forum de discussion et de décision pour que les architectes et les développeurs puissent travailler sur le meilleur design possible et surtout celui qu'on sera capable de soutenir et de faire progresser dans le temps. Donc les mots-clés, c'est vraiment cohérence, consistance, mais aussi offrir un endroit où on peut échanger sur ce qui sera un bon design sur toute la plateforme et peut-être pas juste sur le point sur lequel on est en train de travailler comme architecte ou développeur. Si je Ok. peux ajouter 2 points rapidement, on veut aussi éviter les designs avec un point de non-retour. Des choses qui sont tellement complexes ou tellement, je dirais, mal étudiées qu'on aura beaucoup de mal à s'en débarrasser dans le futur ou de faire avec. Et peut-être un point moins évident, c'est aussi un endroit où on peut challenger les demandes du business. Je prends toujours cet exemple un peu amusant. Au début, quand on commence le forum, heu, la gouvernance technique, on va avoir des demandes du type: «Oh, le business vous a demandé un nouveau flag». Donc c'est aussi un endroit où on peut un peu éduquer la communauté technique pour dire que demander un nouveau flag ou un nouveau booléen, c'est pas un requirement, de business. C'est déjà peut-être une solution ou peut-être pas et donc c'est aussi un endroit où on peut discuter ce genre de choses. Ok, très bien. Effectivement, c'est un sujet important. Quand on parle de gouvernance, on voit souvent différents types de gouvernance, avec notamment la gouvernance stratégique et quelquefois la gouvernance tactique. Est-ce que tu saurais nous expliquer, selon toi, quelle va être la différence entre ces instances? Alors, la gouvernance stratégique, de mon point de vue, elle est là pour donner le cap et la priorité des implémentations. On a une vision au niveau du département IT ou même une vision au niveau de l'entreprise et la gouvernance stratégique est là pour l'expliquer et s'assurer qu'elle est suivie. La gouvernance technique, pour moi, elle est plus dans l'implémentation. Comment est-ce qu'on va, en quelque sorte, s'assurer que dans les développements qu'on fait et les décisions qu'on prend de point de vue technique, on va rien faire qui va compromettre cette vision et cette vue stratégique. En réalité, on est là pour s'assurer que tous les investissements en temps et en ressources qu'on fait sont là pour soutenir la vision qui a été donnée par la gouvernance stratégique. Ok, merci beaucoup. Précédemment, tu mentionnais que, effectivement, en l'absence de gouvernance technique, vous aviez connu des difficultés suite au va-et-vient et donc aux décisions qui étaient prises par les différents intervenants sur la plateforme. Est-ce que tu aurais un exemple concret de quelque chose qui s'est passé, qui a fait que bah, cette absence de gouvernance technique a eu des conséquences, et justement comment la gouvernance technique vous aurait permis d'éviter ça? J'ai un exemple, oui, dans l'implémentation que je vis aujourd'hui. On a actuellement, 5 script include CMDB utils ou CMDB utile avec ou sans S, underscore utile. Pourquoi? Parce que chaque, partenaire est venu, a travaillé sur la CMDB à un moment donné d'une manière ou d'une autre
et s'est dit que ce serait une bonne idée d'avoir, un CMDP utile, mais il n'y a jamais eu de discussion autour de: est-ce qu'il en existe déjà un qu'on pourrait améliorer, éventuellement factoriser autour d'un seul et partager avec tout le monde? Ça, c'est un exemple simple, mais que je pense que tout le monde a sans doute déjà vu et peut apprécier. Oui, effectivement, je confirme. Pour continuer sur la gouvernance, il y en a beaucoup qui pensent que, mettre en place une gouvernance technique, ça va entraîner de la lourdeur, administrative. Comment est-ce qu'on peut les rassurer et montrer qu'on peut démarrer avec quelque chose, de petit et de gérable? Pour moi, une gouvernance simple qui se prend pas la tête, va au contraire faire gagner du temps sur le moyen terme, en limitant la dette technique et des développements inutiles. En fait, si on peut faire les choses le mieux possible tout de suite, on va en réalité gagner du temps, éviter de déployer des choses qu'on va devoir retirer. Donc ce qui peut paraître de prime abord, un roadblock, dans mon processus de développement, en réalité va nous faire gagner beaucoup de temps. Il y a aussi un effet de bord dont on parle jamais, c'est que les gens qui assistent et qui écoutent les conversations, on va en parler, des comités, de gouvernance, vont apprendre énormément de choses. Pas forcément en venant présenter un case soi-même, mais en écoutant les conversations, on peut se dire: «Ah oui, tiens, mais moi, dans mon module, dans mon développement, j'ai eu un problème similaire et peut-être que je vais apprendre de ça». Donc si on le voit d'un point de vue strictement administratif, compliqué, oui, on va avoir du mal à faire passer le concept, mais il faut le voir d'un point de vue plus large, un gain de temps plus tard et aussi un endroit où on peut tous apprendre des choses à chaque fois qu'on assiste à un comité de gouvernance. OK. Et quels bénéfices concrets est-ce qu'on pourrait voir rapidement, justement, pour essayer d'encourager les personnes qui n'ont pas encore une gouvernance technique à en démarrer au moins une petite, quand on met en place justement, une gouvernance, oui, légère? Alors, le bénéfice concret immédiat, c'est d'obtenir une visibilité sur ce qui se passe sur la plateforme. En fait, en ayant presque un point régulier, on va en reparler pour discuter de certains sujets, ça force aussi les gens à venir présenter des sujets devant tout le monde et de facto, ça crée une visibilité qu'on n'avait pas avant. On utilise beaucoup de modules ServiceNow, c'est très difficile pour un seul individu ou même pour un groupe d'individus de suivre tout ce qui se passe. L'effet, secondaire que je vois, c'est une uniformité des développements. Donc entre les différents partenaires, on va retrouver un peu les mêmes patterns. On n'est pas là pour tuer la créativité et dire aux gens: «Vous n'avez pas le droit de faire ça». Par contre, on aimerait que ça se fasse dans un cadre qu'on qu'on arrive tous à lire et on va gagner énormément de temps sur le moyen terme à reprendre les choses. Ça permet peut-être à un développeur de reprendre le travail d'un autre développeur plus facilement parce qu'il y a cette cohérence entre les développements et je dirais, ce que je parle ce que je viens d'expliquer sur les différents partenaires, ça s'applique aussi sur les différents modules, hein. Si on prend quelque chose comme Employee Center, qui en fait est presque un point d'entrée sur tous les modules de la plateforme, si on n'avait pas cette cohérence, selon les pages ou les endroits où on se promènerait sur Employee Center, on aurait des expériences qui seraient très différentes parce qu'on n'a pas justement discuté au préalable de cette forme de cohérence et quelle expérience unifiée on veut proposer aux utilisateurs à la fin. Donc ça, c'est vraiment des bénéfices qui sont presque immédiats. Au bout de quelques semaines, on va déjà sentir la différence. Et justement, pour les gens qui démarraient en recherchant à avoir ces bénéfices rapidement, est-ce que tu saurais leur recommander quel rôle et responsabilité il serait bon d'attribuer dès le départ? Oui, c'est une très bonne question. Je dirais que là aussi, la simplicité doit être de mise. Il faut pas tout rendre compliqué et pour jouer une carte presque inclusive et éviter qu'il y ait une ou 2 personnes qui approuvent ou rejettent, on peut proposer certains dossiers au vote. Alors, typiquement, les personnes qui vont assister au comité de gouvernance, ça va être des product owners, des architectes, des développeurs, mais je dirais presque toute personne qui souhaiterait amener un dossier pour discussion et on va discuter tout à l'heure de quels sont ces sujets pour discussion. Mais on n'est pas parti, en tout cas chez nous, on n'est pas parti avec, un RACI qui soit très compliqué. La dernière chose qu'on veut, c'est que le comité de gouvernance ressemble à un organe de contrôle où je viens pour demander une autorisation. On vient plutôt présenter son case pour qu'il soit discuté. Évidemment, à la fin, on va trancher, on va discuter et j'ai coutume de dire que c'est pas moi qui dis oui ou non, on discute le sujet et on va
proposer certains sujets au vote. Alors, encore une fois, très simple, on fait le tour de table des gens qui sont là, pour une solution ou pour une autre, et c'est comme ça qu'on procède. Donc, en termes de rôle et responsabilité, évidemment, à la fin, il y a un chief architect qui doit trancher si on n'y arrive pas, mais ça va pas être un organe de contrôle où les gens viennent demander l'autorisation de faire quelque chose. Ça, je pense que c'est vraiment important pour éviter l'effet trop bureaucratique et donner l'impression aux gens qui viennent chercher un feu vert pour continuer. Et effectivement, c'est vrai que j'ai déjà vu des implémentations où ça devenait un goulot d'étranglement, alors que c'est pas du tout le but. Et si la gouvernance technique devient un goulot d'étranglement, ça veut probablement dire qu'il y a quelque chose à revoir dans la façon dont le comité est organisé. Si tu devais définir une récurrence idéale pour ce comité, qu'est-ce que tu dirais, sans le rendre trop lourd? Alors aujourd'hui, on est organisé avec, un comité une fois par semaine, donc c'est toutes les semaines, le même jour à la même heure. Et ça, c'est afin de ne pas bloquer les développements. On a des phases de mise en production et de développement autour de sprints. On considère que d'avoir 2 opportunités par sprint, on a des sprints de 2 semaines, c'est suffisant. Ceci étant, on a aussi un process d'exception pour parer aux urgences. Donc s'il y a absolument besoin, de prendre une décision technique qui normalement serait du ressort du comité de gouvernance, on peut aussi proposer à des architectes ou développeurs de se réunir en dehors de ce comité de direction. Mais pour faire les choses simples, une fois par semaine, le même jour, la même heure. Très bien. Et est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces pour instaurer une bonne communication entre les équipes et fluidifier justement cette gouvernance? Oui, alors en même temps qu'on a démarré le comité de gouvernance, on a aussi instauré un channel Teams en fait, mais ça pourrait être du Slack, ça pourrait être n'importe quoi, peu importe, heu, dans lequel on essaie de créer une forme de communauté technique autour de la plateforme. Et les gens peuvent parfois discuter de leur sujet un peu en préparation du comité de gouvernance, peuvent discuter leur sujet sur ce forum. Quand on a vu un article intéressant ou une vidéo, on va aussi poster, ces choses dessus. Donc en même temps qu'on a créé ce comité de gouvernance, on a aussi essayé de créer cette espèce d'effet communauté autour de la plateforme. On est à peu près une trentaine de personnes, je dirais, entre les product owners, les développeurs et les architectes qui gravitons autour de la plateforme, et on essaie de créer cet effet communauté sur ce Teams channel qui est connecté directement au comité de gouvernance. Très bien, merci beaucoup. On a vu globalement comment est-ce qu'on pouvait établir une gouvernance relativement simple et efficace et ce qu'on pouvait en espérer. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu les défis et bonnes pratiques qu'on peut y appliquer. Quelles seraient pour toi les erreurs les plus fréquentes que tu as vues ou que tu pourrais imaginer quand une organisation souhaite justement mettre en place une gouvernance technique, les pièges à éviter? Ah, on en a un petit peu parlé déjà. Les pièges à éviter, c'est de transformer le comité de gouvernance en un organe de contrôle qui va dire oui ou non et qui va être presque intimidant pour les gens. Il ne faut pas que les gens viennent là avec la boule au ventre en disant j'espère que mon dossier entre guillemets va passer. Donc c'est vraiment important d'expliquer que c'est un endroit où tout le monde peut apprendre des choses. Oui, peut-être, on va proposer parfois des solutions d'implémentation qui vont être, j'aime pas utiliser le mot rejetées, mais qui vont être challengées, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour, à la fin, que la meilleure idée gagne, en quelque sorte. Et on invite souvent les gens à venir proposer plus d'une seule option, 2 ou 3 options, pour que justement on crée déjà le climat de de se challenger mutuellement sur nos solutions. Je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est réellement de ne pas positionner le comité de gouvernance comme un organe de contrôle, encore une fois, mais réellement comme un endroit où chacun va pouvoir grandir dans sa pratique de ServiceNow. Ok, merci beaucoup. Et à l'inverse, est-ce que tu as en tête peut-être une liste de quick wins ou de bonnes pratiques que tu pourrais recommander quand on démarre, une espèce de checklist en se disant bon bah si on fait ça, on part plutôt dans la bonne direction. Oui, alors je dirais sans doute, comme toute comme toute gouvernance, commencer par écrire un charter. Par ça, j'entends quel va être le mode de fonctionnement, comment on engage avec le comité de gouvernance. On a fait des choses très simples. On a fait un petit catalogue item pour que les gens puissent heu, documenter quelle est leur demande, et ensuite aussi, on peut s'en servir hem, comme un genre de decision registry.
comme un endroit où on va se souvenir de ce qu'on a décidé et pourquoi on l'a décidé. Donc, écrire un petit charter en quelques slides qui résume le mode de fonctionnement, en gros, qui, quoi, quand et comment, les basiques. Mais le faire simple, encore une fois, juste une dizaine de slides, simplement pour expliquer comment on veut fonctionner. Et je dirais qu'un critère important, c'est d'adosser au comité de gouvernance des guidelines très techniques comme comment on veut faire du coding. Je plaisante toujours en expliquant, est-ce que ça va être single quote ou double quote? C'est un peu bête, mais si on peut se mettre d'accord là-dessus, ça rend la lecture plus facile. Et des choses plus fondamentales comme comment on veut organiser nos tests automatisés, comment on veut écrire des notifications envers les utilisateurs. Pour moi, c'est important d'offrir une expérience unifiée. On n'a pas envie que le module GRC envoie des notifications d'une certaine manière et le module ITSM d'une autre manière. Donc, il faut adosser la gouvernance à des guidelines documentées qui ne qui vont pas être sujettes à discussion en permanence. Et surtout de faire évoluer ces guidelines avec le temps, parce qu'aucune guideline n'est parfaite dès le premier jour et au fur et à mesure des problèmes qu'on va rencontrer, on va les faire évoluer. Donc voilà, c'est un peu les 2 points, un charter simple à comprendre, un engagement avec le comité de gouvernance qui est aussi facile et documenté par des guidelines. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, selon toi, le rôle de la culture d'équipe va être important dans le cadre de la réussite de cette gouvernance? Ah, c'est absolument fondamental. On en revient toujours au même sujet, c'est-à-dire il faut que le comité de gouvernance ait cette notion d'inclusivité. Donc, il faut instaurer un climat de confiance pour que chacun se sente le droit de challenger de façon constructive un peu tout le monde. Je dirais que même pour ma personne, en tant que chief architecte de la plateforme, les gens doivent se sentir en pleine confiance pour me dire: «Là, Jacques, je pense que tu te trompes» ou «Là, j'ai une meilleure idée». Il faut que ce soit absolument possible. Et une fois qu'on a pris une décision, on exécute selon la décision, mais comme j'ai la faiblesse de penser qu'elle a été prise, d'un commun accord, normalement, ça ne devrait plus être un problème. Mais ce sentiment d'appartenance à l'équipe et que l'un n'a pas plus le droit de challenger que l'autre, c'est absolument essentiel. Sinon, encore une fois, on est sur une approche top-down et ça donne pas envie aux gens de s'exprimer. Je rajouterai un tout petit point. On incite J'ai vu des comités de gouvernance où le développeur demandait à l'architecte de présenter sa demande. Nous, on incite les développeurs à venir directement défendre leur sujet pour aussi un peu leur apprendre à venir défendre leur cas, à structurer la demande, à donner un peu de contexte en introduction, peut-être partager son écran, expliquer d'où vient la demande. Et pour nous, c'est aussi une forme d'apprentissage pour tout le monde de s'exprimer en public. C'est un bien grand mot, mais en fait, de pouvoir exprimer sa demande technique et pas par le biais de quelqu'un d'autre, mais directement par soi-même. Alors là, on touche un point hyper important qu'on n'a pas abordé, mais effectivement, est-ce que tu recommandes donc de pouvoir avoir des personnes dans le comité de gouvernance technique qui ne seront pas des membres fixes, mais qui viendront de façon opportuniste pour présenter un dossier, avoir un avis, soumettre une question? C'est une très bonne question et oui, c'est absolument comme ça qu'on fonctionne. En fait, on laisse le choix aux gens. On a des gens qui assistent à tous les comités de gouvernance parce qu'ils trouvent que l'ambiance est bonne et parce qu'ils trouvent qu'à chaque fois, ils apprennent un petit quelque chose au travers des discussions. Il y a des gens qui ont des agendas un peu plus serrés et qui viennent une semaine pour présenter leur dossier et puis ensuite, on ne les voit plus pendant un mois jusqu'à ce qu'ils aient un nouveau dossier à présenter et les 2 sont OK. C'est vraiment selon les disponibilités et les envies de chacun, mais on fonctionne effectivement dans un mode a priori, opportunistique, mais sans que ce soit péjoratif, où on vient présenter son dossier, on vient se faire challenger et une fois qu'on a, un accord sur la décision, ben, on n'est plus forcé de venir au comité de gouvernance la semaine suivante. Question un petit peu difficile maintenant qu'on a vu les défis et bonnes pratiques, mais bon, il va falloir conclure cet épisode. Si tu ne devais donner qu'un seul conseil pour quelqu'un qui voudrait lancer justement son premier comité de gouvernance technique, qu'est-ce que tu recommanderais? Bah, de commencer tout de suite. Là, maintenant, envoyer une invitation pour la semaine prochaine, pour le premier comité de gouvernance et à la limite s'en servir pour discuter ensemble comment est-ce qu'on aimerait fonctionner. Mais mon conseil, c'est commencer tout de suite. Il y a toujours une raison de le faire la semaine prochaine, le mois suivant, le trimestre suivant. Commencez tout de suite, là, maintenant. Envoyez l'invitation aujourd'hui. Super, merci beaucoup pour ce message encourageant, Jacques.
On a vu aujourd'hui ensemble donc qu'est-ce que c'était qu'une gouvernance technique, pourquoi est-ce qu'il était intéressant de démarrer petit, les piliers essentiels pour en avoir une qui fonctionne, ainsi que les défis et bonnes pratiques qu'on vous recommande de mettre en place. On vous invite évidemment à partager vos retours, vos expériences, éventuellement vos questions auxquelles on essaiera de répondre le plus possible. Encore merci beaucoup pour tes réponses et pour ta présence à ce podcast. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot peut-être? Simplement te remercier Mehdi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais et j'espère que je souhaite une longue vie à ton podcast. Merci, c'est très gentil. Eh bien, bonne journée à tous et à très bientôt. À bientôt, merci.